Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les premières troupes entreront au Kosovo avant l'aube. Quelques heures de retard pour les soldats britanniques et français alors que les forces serbes continuent leur retrait. Selon le temps, 4000 soldats et des centaines de véhicules armés ont évacué le Kosovo. Cette journée est marquée par une véritable confusion sur le terrain avec l'arrivée de militaires russes en Serbie. Une sorte de course de vitesse avec les forces de l'OTAN. Les dernières heures de la campagne électorale avec les meetings à 2 jours du scrutin des têtes de liste François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Robert Hue. Un nuage de pollution grand comme les États-Unis flotte au-dessus de l'océan Indien. Un danger pour l'environnement, des répercussions sur les moussons sont à craindre. Et puis, ouverture demain du Salon du Bourget, près de Paris, la 43e édition de ce rendez-vous de l'industrie aéronautique et spatiale avec les démonstrations en vol sous haute sécurité. Tout au long de cette journée, des informations partielles, souvent contradictoires, ont fait état de l'entrée imminente des premières troupes au Kosovo. Nous reviendrons sur l'arrivée surprise de militaires russes qui sont entrés en Serbie dès ce matin, créant la surprise. Mais d'abord, la situation sur le terrain. Les troupes françaises et britanniques, selon nos dernières informations, ne franchiront pas la frontière avant 4 heures du matin. Dans l'après-midi, les soldats ont regagné leur base près de Skopje en Macédoine. Laurent Boussier. Des parachutistes britanniques prêts à embarquer dans ces hélicoptères pour foncer sur Pristina et y empêcher un éventuel débarquement des troupes russes, des chars de l'OTAN qui font mouvement vers la frontière du Kosovo et des enfants kosovars réfugiés en Macédoine qui acclament les troupes alliées. L'après-midi a été agité pour les soldats de la KFOR. Il faut dire qu'une certaine confusion règne sur place. Ces soldats anglais et français devaient traverser la frontière aujourd'hui. Contre ordre, ils ne le feront que cette nuit à 4 heures de Paris. Pas de raison officielle pour ce retard. La réunion ce matin entre officiers de liaison serbes et alliés s'était pourtant bien passée et tout semblait prêt pour le début des opérations. Mais en fin de journée, ces troupes ont regagné leur cantonnement à quelques kilomètres de là pour y passer une courte nuit. Toujours en Macédoine, la préparation et la montée en puissance des premières unités américaines de la KFOR. Dorothée Oliéric, Raymond Chaplard. La longue colonne de blindés quitte la base anglo-américaine de Skopje. Vont-ils au Kosovo? Aucun officier ne souhaite répondre à cette question. C'est l'heure du silence militaire, des incertitudes aussi. En fait, la capitale macédonienne a pris des allures de champ de bataille. Les GIs de l'US Army étaient depuis des semaines stationnés en Albanie en mission de préparation de guerre. En cas d'offensive terrestre, leurs hélicoptères Apache et leurs chars étaient en première ligne. Aujourd'hui, les GIs, comme les autres, se préparent à une mission de paix. Pour les soldats américains, la mission de maintien de la paix fait partie de notre boulot. Chaque soldat est entraîné pour faire les 2 types de missions, et si on a autant d'armement, c'est tout d'abord pour protéger nos hommes. Leur président, Bill Clinton, a proclamé la victoire au Kosovo pour un monde plus sûr. Alors, les GIs sont fiers de partir, mais leur seule déception aujourd'hui, c'est de ne pas franchir la frontière les premiers entre la Macédoine et le Kosovo. Les Américains entreront au Kosovo après les Britanniques et après les Français. Mais à terme, ils seront quelques 7000 soldats déployés au Kosovo, dans l'est du Kosovo, c'est-à-dire autant que le contingent français. Et en direct de Blace à la frontière avec le Kosovo, nous vous retrouvons. Benoît Duquesne, vous avez donc suivi ce ballet militaire va-et-vient entre les bases des troupes britanniques et françaises, montant vers la frontière, puis regagnant leurs unités. Quel est le point de la situation à l'heure actuelle ? Écoutez, on est dans une situation assez électrique, assez explosive ici. C'est vrai qu'on est à la veille de vivre l'une des opérations militaires les plus complexes de l'après-guerre. C'est vrai qu'il y a une ambiance étonnante ici, c'est vrai qu'il y a tout ce va-et-vient militaire, qu'il y a ces incertitudes, ces doutes, ces rumeurs qui circulent. Et puis il y a aussi cette joie. C'était étonnant tout à l'heure quand nous sommes passés près d'un des camps de réfugiés qui se trouve ici, de voir à quel point les gens s'étaient massés au bord des routes et acclamaient les véhicules militaires qu'ils voyaient passer. Alors comment les choses vont se passer ? Eh bien, vous l'avez dit, il semblerait bien que les troupes
le gros des troupes en tout cas passe la frontière à 4 heures demain matin. Ici, à Blatchley, devant ce poste frontière, ce sera la route des Britanniques, entre guillemets, et c'est ici, vous vous en souvenez, que pendant des semaines sont arrivés aussi dans l'autre sens les réfugiés. Les Français, eux, seront plus au nord, ils auront une route sans doute plus difficile puisqu'ils devront franchir des montagnes et leur progression sera peut-être un peu plus lente que celle des Britanniques qui espèrent arriver, semble-t-il, dès demain soir à Pristina où le général Jackson devrait donner une conférence de presse. Alors la grande inconnue ici, c'est bien sûr quelle sera l'attitude des Serbes, des populations serbes, quand elles vont arriver, voir arriver enfin cette force de l'OTAN. Y aura-t-il des tireurs isolés, des éléments incontrôlés? Quelle sera l'importance des domaines, des champs minés? C'est à tout cela que va devoir s'affronter l'ACFOR. Et puis l'autre élément d'incertitude, on n'y pense pas suffisamment, mais c'est l'aspect médiatique, puisque c'est sans doute la première fois qu'une opération est aussi médiatisée. C'est la première fois que des troupes pénètrent dans un territoire étranger avec des caméras et des reporters de télévision. Et cela, l'OTAN et d'autres troupes ont de mauvais souvenirs avec la Somalie par exemple. Et cette fois-ci, les choses sont beaucoup plus préparées, beaucoup plus encadrées. Merci Benoît Duquesne de toutes ces précisions. Les forces serbes poursuivent leur retrait du Kosovo. Selon l'OTAN, quelques 4000 soldats yougoslaves ainsi que plusieurs centaines de véhicules, certains armés de missiles ou de canons antiaériens, sont en train d'évacuer la province. Un immense convoi venant par la route de Pristina. Sur place, nos envoyés spéciaux Thierry Tuillier et Bruno Girondeau, venant de Belgrade, ont remonté ces files de chars yougoslaves, souvent au milieu de voitures civiles. Ils rentrent chez eux en faisant le signe de la victoire. Le retrait du Kosovo se veut triomphal, mais peut-être que ces soldats yougoslaves expriment tout simplement leur joie de retrouver leur foyer. Plus nous approchons du Kosovo, plus la route est difficile. Les ponts ont été détruits, il faut emprunter cette piste encombrée par les véhicules militaires et ces réfugiés serbes qui fuient le Kosovo. Rares sont ceux qui veulent bien nous parler. Celui-ci vient de Prizren. Il dit avoir peur. Les terroristes sont toujours là, nous dit-il. Je ne leur fais pas confiance. Cet autre ne croit pas dans la force internationale. Ce sera la même chose qu'en Bosnie, dit-il. Quand l'OTAN quittera le pays, nous reviendrons peut-être. Au loin, la campagne brûle. Nous voici au Kosovo. À partir d'ici, ce qui frappe, c'est le nombre de maisons détruites. La plupart ont été incendiées. Sur la route du Nord, vers la Serbie, les convois militaires yougoslaves sont maintenant plus impressionnants. Manifestement, Belgrade respecte l'accord avec l'OTAN. Pristina, le chef-lieu de la province. À première vue, les faubourgs sont quasi intacts, mais c'est une ville fantôme que nous découvrons. Ses habitants serbes sont amers. Pour nous, l'important, c'est la paix. Vous savez qui est responsable de tout ça? C'est le gouvernement, c'est pas nous. Celui qui est responsable, je vous le dis, c'est pas le peuple. Regardez cette ville, elle est vide, alors qu'ils disent qu'elle est encore habitée. Pourtant, il y a encore des gens qui vivent à Pristina. Le centre-ville pourrait même paraître normal si ce n'était ces destructions. Ceux qui sont restés attendent désormais l'arrivée imminente de la force internationale. Et en direct de Pristina, Thierry Tuillier, vous avez donc fait route toute la journée depuis Belgrade. Qu'est-ce qui vous a frappé que ne montrent pas forcément ces images ? Parce qu'en fait, le décalage, si vous voulez, entre les images presque joyeuses du retrait de l'armée yougoslave et la peur et la colère, notamment tournée contre les journalistes occidentaux, des réfugiés serbes que nous avons croisés sur la route. Il faut savoir qu'en fait, ces réfugiés serbes qui fuient le Kosovo n'ont pas confiance dans le déploiement de la force internationale. Ils pensent que cette force internationale ne va pas réussir ou ne va pas vouloir tout simplement désarmer les combattants de l'UCK. Et en fait, ils pensent que la meilleure solution pour eux, c'est de fuir. Ils vivent aussi l'imminente arrivée de cette force internationale, en fait, comme une force d'occupation. C'est une sorte d'humiliation qu'ils vivent actuellement les réfugiés serbes, en tout cas ces nouveaux réfugiés serbes qui vont probablement maintenant essayer de refaire leur vie en Serbie. Merci Thierry Tuillier.
L'annonce de l'arrivée inattendue de troupes russes en Yougoslavie ce matin a créé la surprise. On a cru un moment que la Russie jouait cavalier seul. On avait également le sentiment que s'engageait une course de vitesse entre les troupes de l'OTAN et les soldats russes, au point d'ailleurs que les pourparlers sur le rôle précisément de cette armée russe dans la force de paix ont été suspendus. Le secrétaire d'État adjoint américain a quitté Moscou, puis son avion a fait demi-tour en plein ciel pour regagner la capitale russe. Le point nécessaire, Gilles Rabin, Franck Brisset. Au moment d'entrer en Serbie, ils lèvent bien haut les couleurs du drapeau russe. Et s'ils sourient, c'est qu'ils ont déjà réussi à quitter leur cantonnement au cœur de la Bosnie, au nez et à la barbe des Américains. 500 soldats russes, 16 blindés légers, 23 camions, 3 jeeps, 2 véhicules de transmission. Pourtant, ça se voit. Bien sûr, ils ont bénéficié de l'aide de la police serbe. Drapeaux au vent et sigle KFOR tout frais repeint sur le sigle SFOR, la force de stabilisation déployée en Bosnie. Ils s'élancent sur l'autoroute de Belgrade. À Moscou, jusqu'à la mi-journée, les sources militaires informées, comme on dit, ont laissé croire volontairement qu'ils partaient pour le Kosovo. Les mêmes sources annonçaient qu'en Russie, 2500 parachutistes avaient été mis en état d'alerte et étaient prêts à décoller dans 6 avions de transport de troupes sur les bases militaires de Ryazan, Pskov et Ivanovo. Ce coup de théâtre a été préparé en grand secret. Le numéro 2 de la diplomatie américaine, Strock Talbot, quitte Moscou immédiatement. Il était venu précisément négocier la place de la Russie dans la force internationale. Juste après son départ, le général Ivachov, le chef des négociateurs russes, enfonce le clou. Nous n'allons pas supplier les Américains de nous donner un secteur. Nous définirons nous-mêmes avec la Yougoslavie le secteur que nous contrôlerons, a-t-il déclaré en substance. Nous ne serons pas les premiers au Kosovo, mais nous ne serons pas les derniers. Le chef de la diplomatie russe vient alors calmer le jeu et annonce que les troupes russes n'entreront pas au Kosovo avant qu'un accord ait été trouvé. L'avion de l'Américain Talbot fait demi-tour pour reprendre les négociations. Les Américains ont été surpris. Ils devraient toujours se méfier quand Yeltsin est de bonne humeur, comme ce matin. Hier, Clinton m'a téléphoné tard dans la soirée. Vous imaginez? J'ai appris que je suis bon, que je suis un diplomate, que je suis comme ci, que je suis comme ça. Je suis bon en tout. C'est peut-être vrai, demande un journaliste. Ça, seul le diable le sait. Boris Yeltsin n'est sans doute pas mécontent de sa dernière diablerie. Au-delà des péripéties diplomatiques et militaires de la journée, il a peut-être réussi une opération à haute valeur symbolique en Russie, un pays malade du poids écrasant de l'OTAN. Faire entrer au Kosovo des troupes russes en même temps, ou presque en même temps, que les premiers soldats de l'Alliance. Le départ des forces serbes et l'arrivée des premières troupes de la KFOR font craindre aux organisations humanitaires un retour spontané des réfugiés, un scénario catastrophe pour le HCR qui, depuis plusieurs jours, tente d'informer au mieux les familles kosovares des risques d'un retour à haut risque sur des terres truffées de mines. Comment maîtriser ce flot de réfugiés dont on imagine la patience? Voici le plan que propose le HCR. Valérie Fournier. Dernier préparatif. Impatients de retourner au Kosovo, les réfugiés veulent en finir au plus tôt avec l'exil. Et c'est bien ce qui inquiète le Haut-Commissariat aux réfugiés. Le HCR tient à éviter un retour spontané et massif qui transformerait les opérations prévues en un déferlement anarchique. Essentiellement, nous demandons aux réfugiés d'être un peu patients et de ne pas tous se ruer, comme nous le craignons, dans ce goulot d'étranglement ici à Koukesh. Nous sommes aussi inquiets des dangers liés aux mines lors de leur retour. Pour organiser cette immense migration qui s'annonce, le HCR a établi un plan en 4 points. Il prévoit les conditions d'un retour volontaire, digne et sûr. La première phase concerne l'enregistrement systématique des réfugiés. Grâce à un logiciel informatique conçu spécialement à cet effet, chaque réfugié aura une carte d'identité. C'est à partir de ce fichier que sera organisé le rapatriement, famille par famille, village par village. La phase 2 prévoit, après un déminage des voies d'accès et des zones d'habitation, l'arrivée du HCR et des organisations humanitaires au Kosovo. Une fois installée, la phase 3 pourra commencer. Le HCR distribuera des formulaires de retour volontaires. En fait, des sauf-conduits pour le rapatriement, et la dernière phase entrera alors en jeu. Chaque famille kosovare recevra un pactage pour sa réinstallation. Il comprendra des bâches, des outils, des planches, des matelas et même un poêle pour passer l'hiver dans une maison peut-être détruite. Ce plan de retour va s'étaler sur plusieurs mois.
Venons-en maintenant à la montée en puissance des forces françaises. 15 chars Leclerc sont en ce moment même à bord du Sirocco, un bateau spécialisé dans le transport de matériel militaire. Il fait route vers Thessalonique, puis vers le Kosovo. À son bord, un escadron d'une centaine d'hommes de Mourmelon. François Cornet, Jean-François Giorgetti. C'est la première fois que les chars Leclerc, les nouveaux chars lourds de l'armée française, quittent l'Hexagone. Dans les cales du Sirocco en Méditerranée, 15 exemplaires de la 2e division blindée basée dans l'est de la France. Ces chars étaient prépositionnés depuis près de 2 mois au camp de Carpiagne, dans les Bouches-du-Rhône, dans l'attente d'un engagement au Kosovo. Dans 4 jours, ils arriveront à Thessalonique, en Grèce. De là, ils seront transportés sur porte-chars jusqu'en Macédoine avant de pénétrer au Kosovo. C'est la première fois qu'ils seront utilisés sur un théâtre d'opération. Et pour leurs équipages, c'est enfin le début de la grande aventure. Ils croyaient être engagés dans une opération terrestre offensive contre les forces yougoslaves. Aujourd'hui, ils sont des soldats de la paix. Les chars sont bien peaufinés, ça c'est sûr, puisque depuis 4 mois, nos équipages les entretiennent régulièrement, s'en occupent effectivement pour qu'ils soient au top lorsque nous débarquerons en Grèce. Après ces chars de 56 tonnes qui peuvent tirer tout en roulant des obus de 120 mm, les renforts français qui continuent d'embarquer à Toulon sur l'Ouragan et plusieurs autres navires seront constitués de 1500 véhicules de combat, de blindés légers, de pièces d'artillerie lourde et de 2500 hommes qui vont rejoindre les forces françaises déjà présentes sur place. Ces forces, qui pourraient s'élever jusqu'à 9000 hommes, sécuriseront la zone nord du Kosovo. Du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Louise Arbour a confirmé aujourd'hui sa démission prochaine du TPI. La magistrate a été nommée à la Cour suprême du Canada. Par ailleurs, Louise Arbour a demandé à l'ONU que 300 experts soient mis à sa disposition pour enquêter sur les crimes au Kosovo. Bill Clinton, dès hier dans une allocution télévisée, s'est réjoui de la victoire et s'est adressé au peuple serbe, indiquant qu'il avait enduré 79 jours de bombardement à cause de la folie d'un homme. Le président américain a rappelé une nouvelle fois que la communauté internationale ne participerait à la reconstruction de la Yougoslavie qu'à la condition du départ de Milosevic. Même tonalité, même propos tenus par Jacques Chirac, qui a une nouvelle fois précisé qu'il n'y aura pas d'aide internationale tant que Milosevic sera là. On sait désormais que ce sont les Européens qui financeront essentiellement la reconstruction de la Yougoslavie exsangue, les Américains ayant financé la guerre. Jean-Bernard Schmitt. La guerre s'achève à peine et l'on pense déjà à la facture, mais de la reconstruction. Une facture dont les Européens devraient hériter en grande partie. C'est d'ailleurs le vœu des Américains qui estiment avoir déjà beaucoup dépensé pour la campagne aérienne. L'Europe a donc pris les devants en créant une agence pour la reconstruction du Kosovo. Quant au coût, il pourrait aller selon les estimations de 18 à 30 milliards d'euros, 120 à 200 milliards de francs. Difficile d'être plus précis en l'absence pour l'instant d'un réel état des lieux. Une chose est sûre, l'Europe ne jouera pas les bailleurs de fonds sans contrepartie. L'Europe paiera bien entendu la majeure partie, ceci dit c'est normal, le problème est un problème qui se pose sur le territoire européen. Ce qui est important, c'est que l'Europe ait un rôle clé également à jouer dans le processus politique, qu'elle ne soit pas seulement le banquier de l'opération. Seule référence, la reconstruction de la Bosnie. Elle a duré 3 ans, mais les dégâts étaient moindres. Et cette fois-ci, c'est toute la région qu'il faudra soutenir. L'aide d'urgence aux Kosovars devrait coûter pour un an près de 9 milliards de francs. Tous les pays limitrophes ont été touchés et pourraient perdre de 3 à 4 points de croissance. Un risque de crise qui inquiète plus que la reconstruction elle-même. Si les perspectives de stabilité sont réelles et sont assurées par un engagement international de qualité, à ce moment-là, ça pourra aller assez vite. Mais il est certain qu'on aura perdu probablement en termes de développement pour la région 10 à 15 ans au moins à cause de ce conflit. Dernière question épineuse, à qui va-t-on donner l'argent? Surtout pas à Slobodan Milosevic. Les chefs d'État et de gouvernement occidentaux l'ont toujours répété, l'arrivée d'un régime démocratique en Serbie est un préalable à l'aide économique.
Voici donc pour ce dossier concernant l'ex-Yougoslavie. À l'étranger toujours, la suite de la visite de Jean-Paul II en Pologne. À Varsovie, le pape a prié pour les victimes de l'Holocauste. Il s'est recueilli sur le lieu de déportation des Juifs du ghetto. En présence du Premier ministre et du cardinal Joseph Glemp, le Saint-Père a prié au mémorial en marbre blanc et noir qui se trouve à l'endroit où passait pendant la guerre une rampe de chemin de fer qui conduisait au camp. Lors de cette journée, le grand rabbin de Pologne a relancé l'affaire des croix d'Auschwitz. Dans l'actualité de ce vendredi, à 2 jours du scrutin pour les européennes, les derniers meetings de campagne pour les candidats, avant même de connaître le verdict des urnes, le besoin de mobiliser les électeurs qui apparemment seraient nombreux à s'abstenir. Voyons d'abord à Marseille la fin de campagne de Nicolas Sarkozy qui n'a pas caché la fracture au sein même de l'opposition. Carole Comon, Julien Triat, Frédéric Basile. L'optimisme, c'est la dernière image que Nicolas Sarkozy et Alain Madelin auront voulu laisser aux électeurs. Déjeuner puis promenade en bord de mer aujourd'hui à Marseille, l'occasion d'une dernière photo de famille de la liste RPR-DL. Nous qui croyons dans le mérite et dans la récompense, avec tout le mal qu'on s'est donné, on ne peut pas douter des résultats. Une campagne pourtant mouvementée, la démission de Philippe Séguin puis les doutes d'Alain Madelin qui depuis est peut-être resté un peu trop discret. François Bayrou et surtout Charles Pasqua. Autant que les socialistes, voilà ceux que Nicolas Sarkozy évoquait chaque soir dans ses meetings, comme hier encore à Lyon, pour déplorer les divisions de la droite et tenter d'apparaître comme la liste de l'opposition dans un scrutin considéré comme une première étape pour préparer l'alternance. Oui, j'ai une ambition dans cette campagne. Commencer à réduire la fracture entre notre électorat et l'opposition. Je n'ai pas changé. Je crois toujours qu'en juin 1997, ce n'est pas la gauche qui a gagné, mais la droite qui a perdu. Il en a pourtant convenu aujourd'hui, le travail de reconquête sera plus long qu'on l'imagine. Mais quoi qu'il arrive, Nicolas Sarkozy attendra les résultats dimanche avec le sentiment du devoir accompli. Les dernières heures de campagne devant les militants socialistes, cette fois une ambiance de fête, célébrant bien avant l'heure l'éventuelle victoire de leur candidat. François Hollande, qui hier à Lille s'est déclaré certain de gagner. Aujourd'hui, même tonalité, même énergie communicative. Jay Wittenberg, Emmanuel Zinger. Malgré les apparences, ce n'est pas encore le départ pour un week-end en famille, mais la toute dernière obligation de campagne électorale. Une étape un peu à part tout de même pour François Hollande, l'ultime déplacement ce soir, il l'a réservé à sa compagne Ségolène Royal dans sa circonscription des Deux-Sèvres. Tout bien pesé, le couple n'est pas mécontent que la campagne se termine. Pouvoir retrouver les enfants, ça va être les plus sévères. Et les plus heureux aussi que ça s'arrête. Voilà, parce que qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces semaines sans nous, c'est vrai. Ce soir donc, décor champêtre et petite réunion publique, le numéro 1 socialiste lancera une dernière fois ses formules destinées à faire mouche. Sur l'Europe bien sûr, mais d'abord sur l'adversaire, ce qu'attend son public. Comme hier soir, à Lille, devant près de 5000 personnes. Un bon score dimanche, les socialistes et leurs alliés y croient et ils ne sont pas tendres pour la concurrence. Cible favorite, Nicolas Sarkozy. Il a eu hier, car il faisait lui aussi grand meeting, une inspiration, une révélation. Je cite ces mots, il a senti la pluie de Jacques Chirac. Et à mon avis, le président de la République, il a senti quelque chose. Il a senti le roussi. La campagne est finie, quelle que soit sa performance électorale après-demain, François Hollande espère avoir gagné un statut de premier rôle sur la scène politique. Et cet après-midi, déjeuner sur l'herbe pour le dernier meeting de campagne de François Bayrou. Ambiance bucolique, mais les phrases n'étaient pas mielleuses. Jean-Baptiste Prédali, Alain Locaccio. C'est une fin de campagne version retour aux sources. François Bayrou a emmené quelques-uns de ses 86 colistiers à la découverte du sud-ouest, entre Béarn et Pays Basque. L'ultime occasion pour lui de présenter les vedettes de sa liste. Je vous présente le général Morillon. Aujourd'hui, à Bidache, c'était résolument champêtre et terroir. Pendant 3 mois, François Bayrou a sillonné la quasi-totalité de la France. Il en est persuadé, l'UDF est maintenant identifié, reconnu par les Français. Je crois que beaucoup reconnaissent qu'on est une des seules listes à avoir effectivement parlé de l'Europe.
à avoir mis l'Europe au centre de notre projet. Et puis ils sentent qu'il y a là une approche de la politique qui ne ressemble pas aux autres. L'Europe au centre du projet et l'avenir de la droite comme enjeu pour dimanche et pour la suite. François Bayrou estime s'être émancipé, du RPR notamment. Il espère même recueillir maintenant les fruits de son affrontement direct avec Nicolas Sarkozy. On dit mieux la vérité dans cette ambiance-là. Quand on n'a pas besoin de faire semblant de rechercher des accords d'appareil, quand on est certain d'être dans la sincérité, l'honnêteté des attitudes et en conformité, en authenticité avec ses choix. L'épreuve de vérité, ce sera pour dimanche. Pour François Bayrou, l'important sera surtout de démontrer qu'il peut peser sur la suite. En attendant les européennes, sa première vraie compétition valait bien une chanson. Pour Robert Rue, l'enjeu de cette campagne est double, à la fois imposer son mouvement en faisant un bon score et donc asseoir son autorité à la tête du Parti communiste, mais aussi peser davantage sur l'action du gouvernement. Ces derniers jours de campagne à Toulouse, hier soir, avec une nouvelle fois le soutien de Roger Hanin, le message du vote utile a été dit et redit. Alban Mikosi. Il y a comme ça des détails qui ne trompent pas. Par exemple, le retour des œillets rouges. Hier soir, la fleur des communards, symbole de révolution, et cette bande musicale à l'entrée, un chant de lutte italien popularisé par la Ligue communiste révolutionnaire. Sous-entendu, le PC n'a pas honte de ses racines, car Robert Rue joue gros dimanche. Un trop faible écart avec la liste d'Arlette Laguillet, et c'est la ligne d'ouverture des communistes qui serait remise en cause. Alors Robert Rue sonne le rappel. Vous voulez que la gauche soit bien à gauche? Alors, ne perdez pas votre vote, soyez efficace. Voilà pour le message aux militants, disons, traditionnels. Pour les autres, ceux attirés par l'ouverture de la liste, son aspect chic et choc, Robert Rue a en main un autre atout. Cela se passe actuellement chez lui à Montigny-les-Cormeilles, une petite réception avec les candidats, les soutiens, les amis, les anonymes et les plus connus. Parce que j'aime Robert Rue, que j'ai confiance en lui, que c'est l'homme politique qui défend les plus pauvres, les plus humbles, et que c'est magnifique quand on a confiance dans un homme et qu'on sait qu'il tiendra ses promesses, et voilà. On ne sait si ce témoignage est de nature à rapporter quelques voix, mais pour Robert Rue aussi, Roger Hanin fait désormais un peu partie de sa famille. Vous le savez, à côté des grands partis, dans la course aux européennes, il existe 12 petites listes avec, pour certains, des mouvements plus ou moins confidentiels que nous rappellent Iliana Moir-Youssef et Jean-Paul Chausset. Ce bulletin, vous ne le trouverez pas dans les bureaux de vote dimanche prochain. Pourtant, vous pourrez quand même le glisser dans l'urne, à condition de l'imprimer vous-même en vous connectant sur Internet. Christian Cotten tente la première cybercampagne. C'est moins cher et pour lui, quand la politique coûte moins cher, c'est mieux pour la démocratie. Si demain, moi, je n'ai pas besoin de dizaines de millions pour faire une campagne électorale, je suis beaucoup plus libre. Or, aujourd'hui, tous les hommes politiques sont pieds et poings liés, sont prisonniers de financiers ou d'organisations financières ou de systèmes de corruption. D'accord? Moi pas. Loin d'Internet et des vertiges du village planétaire, il y a la Ligue nationaliste de Guy Guérin. Le programme de cet imprimeur à la retraite est simple. Non à l'Europe et oui à 3 couleurs, bleu, blanc, rouge. Nous voulons former ici, dans nos bocages, dans ce que nous appelons la Suisse normande occidentale, le dernier bastion français, purement français, en disant non à l'Europe. Mais il y a des programmes encore plus courts, celui du Parti fédéraliste de Jean-Philippe Allenbach, passé maître dans l'art de résumer sa pensée. On se bat essentiellement sur la France fédérale. En gros, le programme, c'est 3 points, France fédérale, France fédérale, France fédérale. Enfin, il y a ceux qui font campagne en créole. Le mouvement libéral martiniquais présente la liste mi-ou, mi-moins. En français, te voici, me voici. Un slogan qui traduit le souci d'affirmer l'identité martiniquaise. Je ne sais pas si nous ferons les 5%, mais je sais que nous aurons au moins sensibilisé, ce sera valable pour d'autres élections, un certain nombre de nos compatriotes hors de la Martinique. Ces petites listes ne se font guère d'illusions sur leurs résultats le 13 juin. Peu importe, pour elles, l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer.
Passons à cette information plutôt inquiétante concernant notre environnement. Un énorme nuage de pollution a été détecté au-dessus de l'océan Indien, une sorte de brume grande comme la surface des États-Unis et qui pourrait à terme dérégler les moussons et donc le climat de la planète. Les explications de Dominique Barouche, Fabien Tormos. Voilà ce qui reste du paradis. Cette brume qui ternit les plages de sable blanc et brouille le cristal de la mer, c'est la pollution. Un voile épais de 3 km, large de 100 millions de kilomètres carrés, soit la taille des États-Unis, filtre le soleil de tout le nord de l'océan Indien. Les fautifs, l'Inde, le Pakistan et l'Asie du Sud-Est. Ces régions-là sont une source de pollution extrêmement importante et d'ailleurs qui croît avec le temps très vite parce que nous avons énormément de population, de l'ordre de 2 milliards d'habitants et une croissance très importante au point de vue du trafic automobile, du transport, de l'industrie, etc. Donc c'est une source de pollution qui est devenue aujourd'hui la plus importante du monde. Ce sont les scientifiques de plusieurs pays qui ont tiré la sonnette d'alarme après avoir mesuré ces rejets polluants poussés par la mousson d'hiver vers l'océan. Car les conséquences de cette chape de soufre et de suie sont dramatiques. En réduisant la force du soleil, elle freine l'évaporation de l'eau. Sans parler des effets sur le plancton et la vie aquatique, c'est tout le régime des pluies, particulièrement vital pour cette zone tropicale, qui en sera affectée. La suite de l'affaire de la dioxine et de ses retombées désastreuses pour les agriculteurs. Encore quelques barrages installés ce matin près des postes frontières avec la France, dans le nord notamment et dans l'Aisne. Pour leur part, les éleveurs de vaches et les producteurs de lait dans le nord sont touchés de plein fouet par la crise de la dioxine. Ils n'arrivent plus à couler leur stock. Yann Franti. Plus d'une semaine que Pascal Verlaine, éleveur dans le Nord-Pas-de-Calais, n'a pas pu livrer ses poulets à l'abattoir. En Belgique, l'entreprise spécialisée est saturée, totalement bloquée. Conséquence, chaque matin, Pascal ramasse des cadavres de volailles mortes étouffées. Une perte sèche de 23 000 francs par jour, doublée d'un profond sentiment d'injustice. Aujourd'hui, on peut être dans une filière et être parfaitement dans les clous, et malgré cela, payer comme si on avait fait une faute. Et pour Pascal, les problèmes sont multiples, très difficiles à gérer. Tu as su joindre le chauffeur pour savoir si elle a été bloquée à la frontière? Depuis 24 heures, les camions censés lui livrer les aliments pour son élevage sont bloqués. Des mesures administratives décidées par la France pour se protéger. Ce soir, les réserves de Pascal sont vides. Demain, tous ses poulets, 110 000 au total, pourraient bien mourir de faim. Même colère, même attente chez ces producteurs de lait. Leur production ne peut plus être vendue et leur élevage a été placé sous séquestre pour avoir utilisé des farines animales contaminées provenant de Belgique, 5 tonnes livrées fin janvier. Ils se sont réveillés 5 mois après. Une seule livraison du 20 au 29 et tout est par terre pour tout le monde, aussi bien les producteurs de porc, les producteurs de lait et les producteurs de poulet. Mais l'attente ne devrait pas être trop longue. C'est lundi en effet qu'ils sauront s'ils peuvent reprendre le travail une fois les résultats des analyses rendus publics. Et puis le gouvernement français annonce par un communiqué que les résultats des analyses de dioxine dans les aliments, les élevages ne seront connus que lundi. Enfin, cette information, avant de refermer ce chapitre, la France va proposer dès lundi, donc le début de la semaine prochaine, l'interdiction des farines animales lors du Conseil agricole de Luxembourg. Il s'agit toujours d'un événement. Le Salon du Bourget, le 43e du genre, ouvre ses portes dès demain, près de Paris. Une formidable vitrine du savoir-faire de l'industrie aéronautique et spatiale. Le Salon du Bourget célèbre pour ses meetings aériens. Quelques 200 avions, donc 70 en vol, feront la joie des visiteurs dimanche avec un souci majeur, la sécurité lors de ces démonstrations aériennes. Patrice Pellet, Claude Sicard. Cet avion russe exécute l'une des figures les plus extraordinaires du salon. Le pilote tire sur les commandes du grand art. Aujourd'hui, c'était la répétition générale. Tous les avions, pour la dernière fois, ont peaufiné leur présentation. Au sol, c'est toute une équipe qui suit les évolutions. Au centre, le directeur des vols, l'un des personnages les plus craints du salon. Son travail est celui de ses assistants, sanctionner tout pilote ne respectant pas le domaine de vol. Voici le cube où toutes les figures doivent rester concentrées. Si un avion sort, c'est la sanction, le retour au sol. Respecter le plancher des évolutions, ne pas survoler le public, ne pas faire de manœuvres face au public, assurer le respect des règles, tout en maintenant la bonne humeur, parce que c'est certainement pas une bonne chose d'avoir des pilotes tendus et ayant peur d'une sanction éventuelle. Donc j'essaye d'avoir la main de fer dans le gant de velours. Pour aider le directeur des vols, une caméra automatique suit les évolutions. Vitesse, altitude, alignement par rapport à l'axe de la piste,
Un juge de paix sans appel. Ce pilote italien vient de se faire pincer. Son programme est trop long de 50 secondes. Le directeur des vols vient de lui demander de revoir sa copie. Il est un pilote expérimenté, il sait très bien les difficultés que nous on a à bord de l'avion pour faire les manœuvres dans toutes les limites qu'on a ici. Alors il y a des règles qu'il faut respecter et il les fait respecter très bien. Petit ou très gros, la règle est la même pour tous. La sécurité du public est en jeu. Rares sont les pilotes qui se conduisent comme des têtes brûlées. Ils savent que le directeur des vols les observe. Demain, départ des 24 heures du Mans, favoris les Toyota qui ont réalisé les premiers temps lors des essais hier soir. Mais face aux écuries d'usines comme Porsche notamment, il y aura un constructeur français, Yves Courage. Né au Mans, il ne rêve que d'une chose, gagner la compétition. Denis Guérin, Valérie Criton. Ne lui dites surtout pas que la course ne dure que 24 heures. Yves Courage y a consacré sa vie. Un rêve d'enfant qui devient une passion d'adulte. Et voilà bientôt 20 ans que ce Manceau d'origine surveille ses voitures à la veille du grand départ. Aujourd'hui, il est le seul constructeur français à s'attaquer aux voitures d'usine, plus qu'un état d'esprit, une vocation. On a construit cette voiture, là, voilà, 18 ans maintenant, dans le but uniquement de gagner les 24 heures du Mans. Je pense qu'il faut quelque part être un petit peu anormal pour être aussi passionné et avoir toujours autant envie de se battre pour cette course, mais que voulez-vous, le vent c'est magique. Magique et pourtant sans secret. Pour bien figurer au Mans et décrocher notamment une deuxième place en 1995, Yves Courage a su s'entourer des meilleurs et obtenir la reconnaissance de ses amis de 30 ans. Heureusement qu'il y a encore des histoires comme ça dans le sport automobile, parce que s'il ne doit plus y avoir au Mans que les 5 grands constructeurs mondiaux, ce sera un peu triste. Mais depuis quelques années, Yves Courage a compris qu'il ne gagnerait pas tout seul. Résultat, 3 de ses voitures engagées ont un moteur Nissan. Avec un budget d'environ 20 millions de francs, soit 15 fois moins qu'une écurie comme Toyota, il espère néanmoins réaliser son rêve, pour lui, mais pas seulement. C'est la chose qui vous prend toujours aux tripes ici, parce qu'il y a tellement de spectateurs, tellement de gens et tellement de passionnés. C'est quelque chose qu'on ne retrouve jamais ailleurs. Demain à 16 h, les voitures du Français partiront loin des premières lignes, mais peu importe au fond. Yves Courage sait plus que les autres que gagner au Mans est une affaire de persévérance. Sport toujours avec en quart de finale du championnat du monde de handball, la défaite de la France qui a été éliminée par l'Espagne 23-18. Le talent, l'humour parfois grinçant des chiens s'illustre une nouvelle fois avec le spectacle de cette saison. La troupe conduite par Jérôme Deschamps se produit en tournée tout au long du mois de juin. La critique est plutôt unanime. Le style doux amer passe et passe très bien. Pierre-Emmanuel Luneau, Frédéric Bonnet. Rien à faire, depuis 20 ans qu'ils existent, les tenues des chiens sont toujours aussi effroyables. Leur art du théâtre, lui, par contre, s'est délicieusement peaufiné avec le temps. Dans leur dernier spectacle, Les Pensionnaires, créé au Théâtre National de Bretagne, la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makayev nous livre une nouvelle chronique sur la vie des hommes. C'est drôle et triste à la fois. Je pense qu'il s'agit d'un autre rire qui s'appuie sur des choses tragiques et qui est le rire que j'aime. Celui qui nous arrive quand on ne veut pas pleurer. Bah oui, 2. Écoutez, attendez, c'est-à-dire que lui, il se permet au moment où je suis en plein dialogue, c'est-à-dire un truc, que lui, monsieur arrive. Tant pour les décors que pour le jeu des comédiens, la troupe a voulu épurer son style. Les dialogues ne sont plus que des bribes de phrases, presque des grognements. La pension, elle, une armoire et quelques chaises. Allez-y, allez-y. Il est question de la mort du désir, surtout. Ouais. C'est-à-dire que c'est des êtres qui sont ensemble, sans doute pour de bonnes et de mauvaises raisons, qui sont ensemble sans le désir de l'être. Quand on commence les répétitions, on ne se dit pas, d'une façon, ça serait d'une arrogance totale, de se dire on va raconter l'état du monde. Mais il se trouve qu'on restitue
ce qui a été ressenti épidermiquement et profondément. Et en ce moment, les choses craquent partout et il y a des fissures et les endroits s'effritent. Face à la destruction et à l'inconnu, le petit monde des pensionnaires sera à son tour fasciné. Un nouvel appel des déchiens à ne surtout pas leur ressembler. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Les premières troupes entreront au Kosovo avant l'aube. Quelques heures de retard pour les soldats britanniques et français alors que les forces serbes continuent leur retrait. Selon l'OTAN, 4000 soldats et des centaines de véhicules armés ont évacué le Kosovo. Cette journée marquée par une véritable confusion sur le terrain avec l'arrivée de militaires russes en Serbie. Une sorte de course de vitesse avec les forces de l'OTAN. On apprend d'ailleurs à l'instant, selon le Pentagone, que les Russes ont accepté de ne pas entrer au Kosovo avant la KFOR. Les dernières heures de la campagne électorale avec les meetings à 2 jours du scrutin des têtes de liste François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Robert Rue. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice, 20h55 votre policier du vendredi crime, minuit 15 le dernier journal Florence Duprat, demain 7h dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit Charlotte de Turckheim. Je vous retrouve demain dès 13h, je vous remercie de votre attention, excellente fin de soirée sur France 2.